Bienvenue à Contact établi, une expérience radiophonique de Franco-Presse où se rencontrent des francophones de partout au pays. Dans cet épisode de Winnipeg à Whitehorse, on vous fait voyager entre plaine et montagne. Mariette Muller. Paige Galette. Mariette Muller, née à Saint-Pierre-Joli au Manitoba, est l'ancienne PDG du World Trade Center de Winnipeg. Sa nouvelle passion, le yoga. Paige Galette, née à Montréal de parents haïtiens, elle a grandi à London, en Ontario. Établie à Whitehorse, elle se fait un devoir de lutter contre les injustices. T'es haïtienne, mais t'es née à Montréal. Oui, c'est bien ça. Ouais. T'es née à Montréal. Combien de temps t'as vécu à Montréal? Oh, les années très fraîches de ma vie. Donc, j'ai déménagé à London avec ma mère, surtout. On a déménagé quand j'ai eu 6 ans. Donc, de 0 à 5, arrivé 6, j'étais très fière montréalaise. Et là, à London, moi, j'ai quand même vécu qu'en français à London, donc été à l'école primaire ainsi que l'école secondaire à London. Et c'est vraiment au secondaire que ça s'est concrétisé pour moi, que je vivais dans une situation assez minoritaire. J'avoue qu'à Montréal, on a un peu du mal à connaître sa communauté quand on a 4-5 ans. Vrai, tout est en français à Montréal, c'est la norme. Et en fait, c'était plus fashion de pouvoir parler en anglais, tandis qu'arriver à London, c'était un peu plus le contraire. Ça a été de vraiment apprendre et maîtriser l'anglais, tout en connaissant et apprenant le français. Donc, ouais, pour moi, la communauté francophone, j'avoue que j'ai toujours mes liens. On dirait, je suis toujours de cœur d'avoir grandi étant franco-ontarienne, et je m'affiche plus comme étant une franco-ontarienne qu'une franco-yugonaise, en fait. Ah oui, mais ça va venir. Ça va venir, c'est ça. J'ai l'impression que le Yukon a besoin de toi, ma chère. Ah, c'est gentil, c'est très gentil. Moi, c'est une de mes passions, c'est l'activisme, c'est le mouvement, mais c'est aussi de penser critiquement et de revoir comment font bouger les choses. On a vu avec le début de la pandémie, il y a eu tout un mouvement sur Black Lives Matter, sur comment bien représenter la diversité au sein des organismes. Il y a eu ces conversations, ça a bougé. On a parlé de la santé mentale aussi. C'est vrai que c'est un moment assez dur pour plusieurs. Mais j'essaie toujours de trouver le positif dans ces moments et comment est-ce qu'on peut en apprendre pour les générations futures. J'aime beaucoup ce que tu dis au niveau de comment est-ce qu'on peut en apprendre. Parce que moi, ce que je trouve le plus triste, franchement, en ce moment, Paige, je trouve qu'il y a une grande division qui se passe. Puis c'est des extrémités, puis on dirait qu'on manque le respect des opinions de chacun. Je trouve ça triste parce que je trouve quand on écoute les gens, ils sont tellement d'une façon de voir, ou ils voient juste leur façon, dans les deux côtés ou dans les trois côtés. Puis c'est ça que je trouve qui est triste. Ce que je trouve qui est encourageant par ailleurs, c'est qu'on entend beaucoup l'importance de la diversité, de l'inclusion, de s'ouvrir sur l'autre. Heureusement. Mais je voudrais que s'ouvrir sur l'autre inclut ceux qui sont pas nécessairement dans la même façon de penser quand c'est autour de tout ce qui se passe aujourd'hui dans la pandémie. C'est ça que je trouve triste. Puis la seule chose qui me gardait un peu, de bonne humeur autour de tout ce qu'on parlait au travail, puis des nouvelles façons de faire, puis avec les ressources humaines, c'était le fait finalement, on parle de diversité. On parle, chez nous, beaucoup, c'est plutôt le peuple autochtone, OK? Donc, ça a été, si on connaît l'histoire canadienne, ça a été vraiment un peuple qui a été abaissé, abusé, j'exagère pas, là. Puis que finalement, on reprend ça, on se responsabilise, même si c'est pas toi puis moi qui est responsable direct. Il y a eu quand même des générations qui avaient des préjugés, des grands préjugés.
Alors ici, il y a quand même une population importante autochtone, mais aussi c'est la population la plus grande du centre. OK? Ouais. Donc, c'est celle qui produit le plus d'enfants, de population, de besoins. Puis là, il y a plus, finalement, on parle de comment est-ce qu'on assure que ces gens-là vont réussir. Donc, peut-être qu'ils ont besoin des outils supplémentaires, ont peut-être besoin d'une approche différente. So what? Ils ont besoin d'apprendre une approche différente. Comme donnons-leur cette approche. Alors, ça, c'est encourageant pour moi. Puis, ce que j'entends de toi, c'est un peu cet activisme, mais on dirait que c'est autour de l'humain. Ben, oui, c'est notamment, je venais d'avoir cette conversation avec des amis autour de la division et je sais pas, j'adore ces conversations. Pour moi, j'arrive à voir les différents points de vue, les différents défis aussi. Et c'est drôle que vous mentionniez que vous voyez la division, et je disais ça à mes amis notamment, cette division, pour moi, elle a toujours existé. Dans tout ce que je fais, elle a toujours, on est dans un monde qui se voit pour, contre, noir, blanc, homme, femme, très binaire. Et donc, cette division, elle a toujours existé. Pour moi, c'est pour moi la première fois que je pense que plusieurs personnes qui ne la vivent pas, cette division, la voient. Et se disent, oh my gosh, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que je réagis? Donc, pour moi, c'est intéressant d'entendre ces différents points de vue. Je pense aussi même dans les communautés, on parle notamment de la francophonie. On peut le voir aussi ayant grandi en Ontario. Moi-même, c'était, tu vas à l'école francophone ou anglophone. Il n'y avait pas entre les deux. Il n'y avait pas, ça peut coexister. Il n'y a pas d'école qui fait les deux autres que les écoles d'immersion. Et même encore, il y a eu la discussion de immersion ou français, une école française. Donc, pour moi, la division, on dirait qu'elle est normale, que c'est ce qu'on vit à chaque jour. Mais j'avoue que j'aime plutôt miser le point sur ce qui nous rassemble, un peu ce que vous dites, ce qui nous rassemble, ce qui nous ressemble aussi, et comment est-ce qu'on peut faire pour notamment voir quels sont ces points de division, quels sont les points qui dérangent, et est-ce que c'est un bon dérangement à la société ou est-ce que c'est et je mets ça entre guillemets, un mauvais dérangement. Et pour moi, un bon dérangement, c'est pour faire bouger une société, pour un progrès. Je pense. C'est vraiment, ce que tu viens de dire, il y a deux choses que tu as dit, puis si j'avais jamais pensé à ça. Tu vois, moi, j'ai pas nécessairement vécu ce genre de division personnellement. Comme minorité francophone, oui, OK? Mais c'est à peu près tout. Tu sais, on a toujours célébré le métis dans notre famille. C'était pas une grosse affaire. Puis là, c'est devenu très à la mode d'être métis. Donc, là, on est à la mode et puis tout va bien. Mais c'est comme, toi, en étant une minorité visible, comme on dit, tout de suite, c'est évident, hein? Parce que tu l'as vécu, sans doute, tu l'as vécu. Puis là, tu me dis ça comme moi, je suis habituée à vivre les différences. Ce que tu as dit, est-ce qu'on peut coexister? Tu as parlé de ça, puis tu as parlé de coexister. C'est ça que on dirait, c'est le discours que je vais entendre. J'ai envie d'entendre ce discours-là, surtout aujourd'hui. On n'entend pas, est-ce qu'on peut trouver un moyen de coexister? OK. Tu as parlé de changements qui dérangent, puis d'autres qui font progresser. Puis ça peut déranger pour un bout de temps, mais du moins que ça progresse. Oui. Mais j'ai vraiment envie d'entendre ça. Et ça ressemblerait à quoi pour vous, ce coexister? Je pense que ce serait le respect des opinions. Je pense que ça serait de trouver un moyen où ce que on n'est pas mené par la peur, mais on est mené par vouloir. Pour moi, c'est que je t'ai écouté, puis je suis tellement d'accord avec l'humain qui est au cœur de tout. C'est pas nécessairement des issues, mais c'est vraiment plus la personne qui est derrière. Puis, c'est ça, c'est comment est-ce qu'on peut revenir à la personne, parce que les gens ont toutes des raisons pour avoir leur opinion très, très forte sur quoi que ce soit. Juste aujourd'hui, beaucoup, c'est dans les médias. Je veux juste pas qu'on soit mené par la peur d'une façon ou d'une autre.
Puis je trouve que dernièrement, ça a été beaucoup ça. Quand tu as peur, tu ne bouges pas. Quand tu as peur, tu n'évolues pas. Quand tu as peur, tu prends aucun risque. Et puis, on va juste avancer si on prend des risques. Puis je pense que c'est un peu ce que tu as fait depuis tes 31 ans. Très, très jeune. J'adore ça. Oui, j'adore voir ça. Je voulais refaire le point sur coexister, et notamment sur les communautés francophones. Je voulais donner un exemple parce que vous parlez des communautés autochtones et ici au Yukon, on vit toujours dans une nouvelle histoire, on tourne une page, c'est toujours intéressant de vivre ici. Récemment, il y a eu un référendum pour avoir des écoles élémentaires ainsi que secondaires pour faire partie d'un conseil scolaire autochtone, géré par et pour les communautés autochtones. Et il y a eu, en ce temps, des conversations, notamment dans la communauté francophone, sur plusieurs personnes qui disaient, les francophones, ils ont leurs écoles, nous aussi, on a le droit. Et on avait des anglophones qui sont là, oui, mais les francophones, ils ont leurs écoles, on peut pas avoir une école anglophone et francophone et autochtone, ça fait 3 conseils scolaires, c'est différent. Donc, ce concept de coexister, on le vit à chaque jour. Je pense que c'est tout simplement quand on fait face, quelle est notre réaction? Et c'est quoi, notamment, vous avez parlé de cette peur, mais de vraiment rentrer dans c'est quoi le pire qui peut arriver? Pourquoi est-ce qu'on a cette peur? Au niveau de la pandémie, est-ce que tu as trouvé y a-t-il des choses assez importantes qui ont changé chez toi? Il y a des gens qui ont commencé à faire des choses, qui ont arrêté de faire des choses, ou bien qui ont commencé à vraiment remarquer des choses. Y a-t-il quelque chose en particulier? Ouais. Très bonne question. Beaucoup de thérapie. J'ai toujours été très militante pour des services thérapeutiques, mais ça m'a, comment dire, je me trouve assez fortunée de pouvoir avoir de la thérapie et en même temps, je me dis, ça ne devrait pas être comme ça. Ces petites choses que peut-être on prenait pour acquis, que maintenant on se dit, OK, comment est-ce qu'on avait accès à ces sortes de services? Comment est-ce qu'on avait accès à ce genre d'exercice? Et comment est-ce qu'on peut assurer que ça se répand? Donc, je sais pas pour vous, avec tout ce qui est retraite de yoga, est-ce que vous pensez est-ce que ça a été notamment, est-ce que la pandémie a permis que ça puisse s'épanouir ou c'était toujours quelque chose? Oui. Ben, moi, premièrement, je faisais jamais vraiment de yoga. J'ai commencé à peu près en 2018, mais toujours de chez moi. Je suis jamais allée dans une classe. Alors, je suis bien installée chez moi, j'ai un petit gymnase. Puis je sais même pas pourquoi j'ai commencé à faire du yoga. Mais durant la pandémie, là, j'en faisais comme 2 fois par jour. C'était rendu comme ma drogue. Et puis, je le faisais le matin, je le faisais le soir. Puis là, j'ai commencé à suivre quelqu'un qui parlait qu'elle faisait des retraites de yoga. Et puis, au Costa Rica. Puis, j'ai dit à mon mari, je vais avoir 60. Ça, c'est ce que je veux pour mon cadeau de 60 ans. Je veux aller dans la retraite. Mais ce qui était le plus le fun de Page, c'était qu'il y avait des gens de partout dans le monde. C'était des gens qui venaient de différents pays, de différents continents. On était 2 Canadiennes, mais on était 20. Alors, ça se limitait à 20. Tout était espacé et puis on était dehors et puis il faisait 29-30 degrés. Donc, c'était pas vraiment un environnement propice c'est pas comme le flu season, là, c'était vraiment... Mais je suis devenue accro du yoga parce que il y a tous les éléments, comme il y a l'étirement, il y a la force, c'est vraiment de pouvoir devenir plus forte. La respiration, d'être consciente de notre respiration. Puis ensuite, le Shavasana, où on absorbe tout ce qu'on a fait, puis on se permet de juste laisser ce qui vient venir. Puis tu sais, des fois, on part à pleurer. Comme on est juste là, puis on ne sait pas pourquoi. Mais il y a quelque chose qui est arrivé, c'est venu nous chercher. Alors, pour moi, il y a tous ces aspects-là du yoga qui me font du bien. Ça a été vraiment là, ma bouée de sauvetage. Ça me rend, puis ça continue à l'être. Puis ça fait partie maintenant de ma vie.
Mais je voulais notamment vous parler de votre travail parce que moi, ça m'intéresse. Vous êtes PDG, c'est ça, du World Trade Center à Winnipeg. Ouais. Quand on m'a dit qu'on allait se parler, je me suis dit, oh ouais, finalement, une femme vraiment en affaires, ça m'intéresse parce que je pense qu'on parle souvent de faire entrer les femmes en affaires, mais pas nécessairement le day-to-day, les Ouais. défis. Ouais, c'est comment être notamment être PDG notamment. Ben, c'est ça, je pense. Ça fait quand même assez longtemps que je suis PDG de Oui, différents organismes. Au début, quand j'ai commencé, j'avais à peu près, j'avais 36 ans quand je suis devenue directrice générale pour le CDM, qui est le Conseil de développement économique des d'accord. municipalités bilingues du Manitoba. Ça a été le plus grand choc. J'avais 36 ans, ça fait quand même plusieurs générations, mais là, je travaille avec les municipalités, puis franchement, plein de fois, j'étais la seule femme. Puis pas juste la seule femme, mais j'avais 36 ans. OK? Et puis, j'étais funky, tu peux mettre des foulards dans mes cheveux, puis tu sais, comme je veux dire, j'avais 36 ans. Donc, tu sais, j'étais pas nécessairement prise au sérieux, pas seulement à cause de mon âge, mais à cause que j'étais femme. Je me sentais comme ça. Combien est-ce qui me revenait à moi, comme combien est-ce que c'est moi qui sentais comme ça, ou bien si c'était la réalité? Mhm. Il faut faire la Mhm. part des choses. Difficile à savoir, mais je sais que quand j'allais à une réunion, puis les hommes qui étaient là, c'était surtout des municipalités rurales. Je pense que tu peux t'imaginer que c'était des hommes blancs d'un certain Ouais, âge, comme ouais, même plus jeunes que ce que j'ai maintenant, mais ouais, vieux à cette époque-là. Il y avait 50 ans. ouais, Mais ouais. alors ça a été probablement le plus grand choc. Alors, je me suis habituée avec les années. OK? D'accord. À l'international, ce choc-là est revenu parce que dans le monde où ce que j'étais vraiment dans les World Trade Centers, alors il y a 300 World Trade Centers autour du monde, mais tu peux t'imaginer qu'il y a plein de places où ce que la femme n'est pas autour. Différents chocs dans la vie où tu Ouais. te sens vraiment minoritaire, mais aussi comme tu te sens comme si, wow, comme arriver en ville un peu. Mhm. Alors, ce que je trouve le plus intéressant avec le World Trade Center, c'est d'accepter puis d'être ouverte à d'autres façons de penser. Ouais. Pas toujours évident. Les mœurs, la femme dans certaines économies où ce que, sont pas là. Euh, Mhm. puis mes préjugés là-dessus au niveau de, la place de la femme dans ce pays-là ou dans ce marché, c'est pas du tout ce que moi je trouve qui est correct. Donc, tu sais, d'essayer de rester neutre, de pas avoir mon opinion, ou surtout mes préjugés Mhm. face à certains pays, disons, ou à certaines façons de faire, certaines religions. Alors ça a été probablement. Mais ici à Winnipeg, je veux dire, on est quand même heureusement en 2022 où ce que je vis pas ces chocs-là. Puis à un moment donné, tu viens à un temps où tu as une réputation, puis Mhm. les gens connaissent ta réputation. Donc, ça vient avant un peu, puis ça te protège, c'est ça. Alors, ça va bien. Avec le World Trade Center, j'ai annoncé ma démission. Donc, Oh, wow, ouais. je m'en vais faire autre chose. Je ne sais pas quoi, mais je vais prendre un petit 4 Félicitations. mois, quelque chose. Merci. Oui, oui. Et puis ça, c'est une grande décision, mais ça a été une décision réfléchie. Oui. C'est un petit peu grâce au yoga où j'ai pu Mhm. réfléchir quand je suis allée au Costa Rica. Tu sais, Oui. quand on dit qu'il y a des choses qui sont venues me chercher, puis je me suis dit, ah, ouais, je pense que je me sens plus bien là, ou Oui. ah, j'ai besoin d'être ailleurs, and that's okay. C'est un peu Mhm. ça qui s'est passé. Alors, as-tu des rêves ou des ambitions au niveau professionnel? En ce moment, je pense que je le vis. J'adore, je travaille pour un syndicat en ce moment. J'adore tout ce qui est mouvement syndicaliste. Comment est-ce que les milieux de travail changent? Pour moi, c'est un moment excitant. Encore une fois, je dis ça, je fais très attention avec mes mots parce que je comprends que la situation de la pandémie, ça a donné quand même des décès, ça a donné des difficultés Oui, pour plusieurs. oui, Donc, je dis pas que c'est une pandémie non. qui m'excite, entre guillemets, mais tout ce qui est conception du travail,
surtout ma génération, je trouve assez important et assez intéressant. Euh, je viens d'une génération qui, si ça va pas bien au travail, si on se sent abusé, on quitte. C'est pas, on va toffer, on va rester là pendant 35, 40 ans, on cherche notre retraite. Je viens d'une génération que si ça fait pas notre affaire, on s'en va et même on va créer notre propre affaire pour assurer que ça va bien aller pour nous. Donc, ce concept de travail, comment est-ce que cette balance travail, mais aussi de la vie, la maison, je pense, je peux pour donner trop de crédit à ma génération parce que je suis quand même très fière de ma génération, mais je pense que c'est un concept qu'on le comprend, qu'on le vit. C'est un peu dans notre esprit et même la génération un peu plus jeune que moi, c'est en anglais thrive, la comprend bien, la maîtrise bien, voilà. Donc moi, c'est mon rêve en ce moment, je le vis, je suis dans ce moment de ma carrière où est-ce que j'adore travailler. Oui, c'est vrai qu'il y a des journées où je me dis, oh là là, ça dérange, c'est un peu trop, mais de travailler de la maison de un, ça a été très révélateur pour moi de voir que, ah ouais, même si je suis pas dans une grande ville, je ne suis pas quelqu'un du matin. Donc, prendre mon temps, m'assurer qu'on puisse avoir des conversations Zoom, que je puisse faire d'autres choses en même temps, m'occuper ma tête, ne pas être dans une cubicule toute la journée. Je pense aussi ça a donné réflexion aux autres. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir cette conversation? Est-ce que c'est nécessaire d'avoir cette rencontre d'1 heure et demie quand elle peut être un courriel de 10 minutes? Est-ce qu'on peut y aller de l'avant au lieu de toujours miser sur ressources humaines, ressources humaines? Et finalement, cette question de burn-out. Pour une fois, moi, je le vis tout le temps. Avec ma thérapeute, je ris, elle me dit toujours, prends le temps de respirer. Je dis, oui, mais le burn-out, c'est comme si je l'ai créé pour les autres. Je sais c'est quoi. J'adore un peu ce burn-out parce que pour moi, je me dis, j'ai bien travaillé, je mérite mes vacances. Donc, je suis un peu challengée en ce moment avec ce concept de burn-out et de ne pas y aller, de ne pas rentrer là-dedans. Ouais, je le vis, mon rêve. C'est vrai qu'un jour, j'espère être dans votre position de me dire, OK, est-ce que le travail m'interpelle toujours ou est-ce que j'ai puisé mes ressources et que je peux aller chercher avec mes expériences, avec mes ressources quelque part d'autre et forger quelque chose de nouveau? J'ai une couple de questions pour toi parce qu'on Oui. a eu des discussions au bureau avec ben, le retour au bureau, le retour en physique. Puis moi, je disais tout le temps à mes collègues comme, ben, je pense bien que tout ce qu'ils veulent, c'est la flexibilité, tu sais, Mm-hmm. parce qu'on a beaucoup, beaucoup de jeunes de ton âge, comme entre 24 et 35 à peu près. Ils veulent se faire valoriser, puis ils veulent avoir la flexibilité, mais ils veulent faire une différence. Comme ce que je crois, puis c'est ce que mais je veux checker avec toi parce que moi, j'ai besoin d'être avec du monde. Ouais. Mais j'ai pas besoin d'être avec du monde à journée longue, c'est ce que j'ai vu avec la pandémie. OK? Mm-hmm. Mais j'ai quand même besoin, on dirait que juste balancer des idées puis des choses comme ça, c'est l'élément créatif. Je me sentais comme si ça me manquait. Est-ce que toi, tu as vécu ça ou bien est-ce que tu préfères plus Mm. une personne comme euh, qui veut être seule ou les deux? Ouais. Comment tu vis ce côté-là de être avec du monde ou pas être avec du monde au niveau du travail, là? Ouais, ça dépend de mes milieux de travail. Euh, OK. euh, Dans un milieu de travail où je me sens, où est-ce qu'on me voit, où est-ce que je ne suis pas la seule noire au travail à répondre à des questions sur qui je suis toute la journée longue, qui a pas rapport avec mon travail. Non, ça me manque pas. Je vais être honnête, j'adore être chez moi, je suis bien chez moi. J'ai pas à entendre des conversations qui vont me déranger.
Cela dit, en ce moment, je travaille dans un dans un bureau qui est très diversifié pour une première fois de ma vie, où est-ce que je dis, ah, mon patron, il est noir, j'ai des collègues noirs, j'ai des collègues qui sont non-binaires, j'ai des collègues queer, j'ai des collègues racialisés, je me sens bien. Et pourtant, on est à distance. Et donc ça me fait un peu, ça me fait un peu de la peine parce que ça m'aurait permis une différente culture de travail où j'ai pas, comment dire, je suis pas défensive, où j'ai pas peur des questions qui vont venir, comment dire, j'ai pas peur de rentrer au travail avec un nouveau style de cheveux parce qu'on va me poser des questions là-dessus. J'ai pas peur de rentrer avec ma nourriture pour me dire, ah, c'est exotique, des commentaires qui sont pas nécessaires. Donc, ça, c'est un point. Un autre, c'est un peu, je suis quelqu'un qui aime dormir le matin. Ça me prend du temps que je bois du café ou non. Oui, je suis quand même au travail, 8h30 pile, mais le fait que je peux le faire en pyjama, je suis quelqu'un qui aime bien paraître. Je suis quelqu'un que, ici dans le Nord, c'est pas juste Cavro, mais puis on s'en va. Des fois, il faut plugger l'auto pour assurer que l'auto est bien chauffée. Là, il faut passer dépelleter la neige. Donc, tout ça, c'est des choses qui me rendaient pas joyeuse. Merci beaucoup, Jean. J'ai vraiment apprécié votre partage. Ben, moi aussi, beaucoup, Paige. Puis, je suis sérieuse quand je regarde ce que tu es maintenant. C'est vraiment impressionnant. J'adore ça. Merci. Puis, vous se tenir debout. Pareillement. Pareillement. Merci beaucoup. Contact établi, une production de Franco Presse réalisée grâce à la bourse Enrichir nos communautés d'UniTV. Idéation, montage et réalisation, Mélanie Tremblay. Recherche, Andréane Joly. Promotion et communication, Julia Blonda et Amélie Lafrance. Retrouvez tous les épisodes de Contact établi sur francopresse.ca.